Gideon Flint avait testé des centaines d'étrangers qui avaient frappé à sa porte au fil des ans. À chaque fois, il faisait semblant de dormir et écoutait. À chaque fois, il révélait leurs véritables intentions en moins d'une heure. C'était une règle simple qui lui avait permis de rester en vie dans cette ferme isolée, ne faire confiance à personne avant d'avoir entendu ce qu'ils avaient à dire lorsqu'il pensait qu'il ne pouvait pas les entendre. Les entendre. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Les deux sœurs Apaches qui étaient arrivées au coucher du soleil, prétendant avoir besoin d'un abri contre la tempête qui approchait, chuchotaient depuis 3 heures d'affilée. Personne n'avait jamais chuchoté aussi longtemps auparavant. Gideon restait parfaitement immobile sur son lit de camp en bois, contrôlant sa respiration, écoutant à travers la fine paroi de la cabane. La voix de la sœur aînée était à peine audible, mais ses mots étaient prudents et délibérés. La plus jeune répondait par des phrases courtes et pressantes. Elle ne parlait pas anglais, elle parlait aucun dialecte qu'il reconnaissait, mais d'une manière ou d'une autre, il comprenait chaque mot, ce qui aurait dû être son premier avertissement que cette nuit allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir de son passé. La sœur aînée a dit quelque chose qui a glacé son sang. Elle a mentionné un nom qu'aucune personne vivante ne devrait connaître, un nom enterré avec les cendres de son ancienne vie, il y a 15 ans. Mais lorsque la sœur cadette a répondu, Gideon a réalisé avec horreur qu'elle ne parlait pas seulement de son passé, elle parlait de quelque chose qu'il avait fait, quelque chose dont il s'était convaincu que le monde avait oublié l'existence. Alors que leur conversation chuchotée se poursuivait, une terrible vérité devint claire, ce n'étaient pas des étrangères cherchant un abri, elles étaient venues ici spécialement pour lui. L'orage couvait depuis l'après-midi, mais Gideon Flint connaissait les orages, il pouvait les lire dans le poids de l'air, dans la façon dont son bétail se blottissait près de la clôture et, dans la couleur des nuages qui roulaient sur la prairie. Celui-ci allait durer toute la nuit. Lorsque les deux femmes Apaches apparurent à sa porte, juste au moment où les premières gouttes commençaient à tomber, quelque chose se serra dans sa poitrine. L'aînée se tenait droite malgré la fatigue dans ses yeux sombres, tandis que sa jeune sœur s'appuyait lourdement contre le poteau du porche, favorisant sa jambe gauche. Toutes deux portaient des robes usées par le voyage qui avait connu des jours meilleurs, et leurs longs cheveux noirs tombaient librement sur leurs épaules. « S'il vous plaît, » dit la femme la plus âgée dans un anglais prudent mais clair, « ma sœur a besoin d'un abri pour la nuit. » La main de Gideon resta sur le cadre de la porte, leur bloquant l'entrée. En 15 ans passés dans cette ferme, il avait appris à se fier à son instinct. Quelque chose chez ces deux femmes lui semblait différent, trop calculé, trop opportun. « Il y a une ville à 19 km au sud, » dit-il en observant attentivement leur réaction. « Ils ont une auberge convenable. » La plus jeune leva alors les yeux et Gideon vit quelque chose qui le fit hésiter. De la douleur, certes, mais aussi une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme si elle l'avait déjà vu. C'était impossible, il s'en serait souvenu. « La tempête, » insista la femme plus âgée, « nous ne pouvons pas voyager par ce temps. Ma sœur s'est blessée hier, s'il vous plaît. » Un éclair déchira le ciel derrière eux et la pluie se mit à tomber pour de bon. Le côté pratique de Gideon lutta contre des années de prudence durement acquises, mais lorsqu'il regarda à nouveau la plus jeune des sœurs, quelque chose dans son expression lui rappela quelqu'un qu'il avait essayé très fort d'oublier. Contre son bon sens, il s'écarta. « Vous pouvez dormir près du feu, » dit-il en désignant la petite salle commune, « mais je me lève avant l'aube, vous devrez être parti avant. » Bien sûr, répondit la femme plus âgée, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'elle n'avait pas l'intention de partir si tôt. Une fois installé près de la cheminée, Gideon se retira dans sa chambre à l'arrière, séparé d'eux par une fine cloison en bois. Il s'allongea tout habillé, sans retirer ses bottes. C'était son test. Dans 1 heure, peut-être 2, il révélerait leur véritable intention, comme il le faisait toujours. Mais alors qu'il fermait les yeux et ralentissait sa respiration pour simuler le sommeil, Gideon ne pouvait se défaire de l'impression que ce soir, c'était peut-être lui qui était mis à l'épreuve. La plus jeune des sœurs murmura quelque chose en apache et ces mots le frappèrent comme un coup physique, car, d'une manière ou d'une autre, il comprit chaque mot. « La sœur, » avait-elle dit, « nous l'avons trouvé. » Le cœur de Gideon battait à tout rompre contre ses côtes, mais il se força à rester parfaitement immobile. Les mots apaches lui revinrent en mémoire. À lui maintenant tiré d'une partie de sa mémoire qu'il avait scellée il y a 15 ans, il avait passé 3 ans à vivre parmi les Apaches après la mort de sa famille, apprenant leur langue, leurs coutumes, leurs traditions avant que tout ne tourne mal, avant qu'il ne devienne quelqu'un d'autre complètement. La sœur aînée répondit d'une voix basse et pressante, « Ayana, tais-toi, s'il comprend nos paroles, c'est qu'il dort, regarde sa respiration. » Mais Gideon ne dormait pas.
Tous les muscles de son corps étaient tendus tandis qu'il les écoutait parler de lui dans la langue qu'il parlait autrefois couramment, la langue qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser. 15 hivers ont passé, continua Ayana, il a l'air plus vieux, plus dur, la cicatrice est toujours là, murmura Caillot au-dessus de son œil gauche, c'est lui. La main de Gideon se déplaça instinctivement vers la fine ligne blanche qui traversait son sourcil, un souvenir du jour où son ancienne vie avait pris fin. Très peu de gens connaissaient cette cicatrice, et encore moins de personnes qui avaient vu comment il l'avait obtenue étaient encore en vie. « Et s'il ne se souvient pas de nous » demanda K. « Il se souvient » répondit Ayana avec certitude. « La question est de savoir s'il nous écoutera. S'il refuse, nous prendrons ce pourquoi nous sommes venus et nous partirons. Mais ma sœur, si ce que grand-mère nous a dit est vrai, s'il était vraiment celui. » Sa voix baissa tellement que Gideon dut tendre l'oreille pour l'entendre. « S'il était celui qui a sauvé notre frère ce jour-là, alors il mérite de connaître la vérité sur ce qui s'est passé après. » Le souffle de Gideon se bloqua dans sa gorge. Leur frère. Il se souvenait maintenant. Un jeune garçon apache, âgé d'environ 8 ans, pris dans une crue soudaine. Le souffle de Gideon se bloqua dans sa gorge. Leur frère, se souvenait-il maintenant, un jeune garçon apache d'environ 8 ans pris dans une crue soudaine. Gideon l'avait sorti des eaux tumultueuses et l'avait mis en sécurité, mais c'était des années avant qu'il ne quitte les terres apaches, des années avant l'incident qui l'avait forcé à disparaître. La vérité le détruira, dit doucement Kaya. Peut-être, mais le mensonge a déjà détruit quelqu'un d'autre. Les sœurs se turent alors, et Gideon se retrouva pris entre une curiosité désespérée et une crainte grandissante. Quelle vérité? Quel mensonge? Et pourquoi l'avait-elle retrouvé après toutes ces années? Le tonnerre gronda à travers la prairie et la pluie tambourina plus fort contre le toit de la cabane. Dans le silence soudain qui s'installa entre eux, Gideon entendit quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. L'une des sœurs pleurait, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était le son de quelqu'un qui portait un fardeau terrible depuis bien trop longtemps, quelqu'un qui avait enfin trouvé la personne qui pourrait l'aider à s'en débarrasser. « Demain, » murmura Ayana, « quand la tempête sera passée, nous lui dirons tout. Et s'il s'enfuit? Alors nous le suivrons. Nous avons attendu trop longtemps pour cela. Notre frère mérite justice, même si cela arrive avec 15 ans de retard. » Le mot « justice » flottait dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Gideon était allongé, figé sur son lit de camp, son esprit parcourant à toute vitesse 15 années de souvenirs soigneusement enfouis. Leur frère, le garçon de l'inondation. Mais quel était le rapport entre la justice et un sauvetage? À moins que je ne voie encore son visage dans mes rêves, murmura Kaya, la voix chargée d'une vieille douleur. Le petit Takakota, si fier quand il a appris à traquer le cerf avec les garçons plus âgés, si impatient de faire ses preuves. Takakota. Ce nom frappa Gideon comme un coup de poing dans l'estomac. Il se souvenait maintenant, non seulement du sauvetage, mais aussi de ce qui avait suivi. Le garçon qui était devenu un jeune homme. Le jeune homme qui avait été là, ce jour terrible où tout avait mal tourné. Redis-moi ce qu'a dit le traître, murmura Ayana. Qu'il y avait un témoin, quelqu'un qui avait vu ce qui s'était réellement passé dans le canyon, quelqu'un qui pouvait prouver que Takakota n'avait pas déclenché la bagarre qui lui avait coûté la vie. La gorge de Gideon se serra. Le canyon, la bagarre, le jour qui hantait ses cauchemars depuis 15 ans, le jour où il avait été contraint de choisir entre rester pour dire la vérité et s'enfuir pour sauver sa vie. Le traître avait dit, cet homme, ce Gideon Flint, était là quand notre frère est mort. Il sait qui a vraiment tiré le premier coup de feu. Mais pourquoi ne s'est-il pas manifesté? Pourquoi n'a-t-il pas pris la défense de Takakota lorsque les soldats sont venus poser des questions? Peut-être avait-il peur, peut-être pensait-il que personne ne le croirait, ou peut-être. La voix de Kaya se durcit. C'est lui qui a tué notre frère. L'accusation frappa Gideon comme un coup de foudre. Il pensait qu'il était le meurtrier. Il l'avait traqué parce qu'il croyait qu'il avait assassiné Takakota. L'ironie était suffocante. Ils voulaient que justice soit faite pour la mort de leur frère, mais ils avaient trouvé le seul homme qui avait essayé pour éviter cela à tout prix. Nous devons être prudents, a averti Ayana. S'il est coupable, s'il sait que nous le soupçonnons, pourquoi nous laisserait-il rester? Pourquoi nous donnerait-il refuge? Peut-être se sent-il coupable, ou peut-être veut-il savoir ce que nous savons avant de décider quoi faire de nous. Les mains de Gideon serra les poings sous sa couverture. Le poids terrible de cette journée lui revint en mémoire.
La dispute entre Takakota et le groupe de vagabonds. Les insultes qui dégénérèrent en menaces. Le moment où Gideon vit l'un des vagabonds chercher son arme. Il avait crié pour l'avertir, mais il était trop tard. Lorsque la fumée se dissipa, le jeune Takakota gisait dans la boue, ensanglanté, et les vagabonds criaient qu'ils avaient agi en légitime, mais seul Gideon avait vu la vérité, seul lui savait que Takakota n'avait jamais sorti son arme. Demain, nous lui demanderons directement, décida Ayana. Nous lui dirons que nous savons qu'il était là, nous exigerons la vérité et s'il ment, nous lui ferons comprendre que certaines dettes doivent être payées, peu importe le temps qui s'est écoulé. Les sœurs se turent, mais Gideon pouvait les entendre s'agiter pour se préparer à dormir. Son esprit était tourmenté par le poids de ce qu'il venait d'apprendre. Elles n'étaient pas là pour le remercier d'avoir sauvé leur frère quand il était enfant, elles étaient là parce qu'elles pensaient qu'il avait tué ce même frère en tant qu'homme. La tempête commençait à s'affaiblir, mais à l'intérieur de la cabane, une tempête d'un autre genre se préparait, et demain, lorsque la vérité éclaterait enfin, Gideon n'était pas sûr qu'aucun d'entre eux y survivrait. Impossible de dormir. Gideon était allongé, écoutant la tempête s'apaiser progressivement et la douce respiration des deux femmes dans la pièce voisine. Chaque détail de cette journée, 15 ans auparavant, se rejouait dans son esprit avec une cruelle clarté. Il échangeait des chevaux avec un groupe de familles apaches lorsque les ennuis avaient commencé. Takakota, alors âgé de 19 ans et désireux de faire ses preuves en tant que guerrier, était arrivé à cheval dans leur campement avec la nouvelle qu'un groupe de vagabonds volait du bétail sur les terres apaches. Le garçon avait voulu les affronter seul, mais Gideon avait insisté pour l'accompagner. Ils avaient trouvé les vagabonds à Silver Canyon, 5 hommes brutaux conduisant un petit troupeau de bétail volé. Ce qui aurait dû être une simple confrontation avait rapidement dégénéré. Le chef, un homme balafré nommé Dutch Morrison, avait ri lorsque Takakota avait exigé qu'il rende les animaux. Un garçon indien pense pouvoir dire aux hommes blancs ce qu'ils doivent faire, avait raillé Morrison. La main de Takakota avait porté la main à son couteau, mais ne l'avait pas dégainé. Gideon s'en souvenait clairement. Le jeune homme avait gardé ses armes dans leur fourreau, essayant d'abord de résoudre le problème avec des mots, comme son grand-père le lui avait appris. Mais Morrison et ses hommes n'étaient pas intéressés par les mots. Gideon avait vu la main de Morrison se diriger vers son pistolet et avait ouvert la bouche pour crier un avertissement. Dans cette fraction de seconde avant que le coup de feu ne retentisse, leurs regards s'étaient croisés. Morrison avait souri et Gideon avait su que cet homme était sur le point de commettre un meurtre. Le coup de feu avait été rapide, trop rapide pour que Takakota puisse réagir. Le jeune Apache était tombé sans même avoir sorti son arme. Lorsque les soldats étaient arrivés pour enquêter, Morrison avait prétendu qu'il s'agissait d'un cas de légitime, affirmant que le sauvage les avait attaqués en premier et qu'ils avaient tiré pour se protéger. Les autres vagabonds avaient corroboré son histoire, 5 hommes blancs contre un seul témoin Apache qui n'était même pas de leur famille. L'enquête n'avait duré qu'1 heure à peine, mais il y avait eu un autre témoin. Gideon avait tout vu depuis derrière un rocher où il surveillait le bétail. Morrison savait qu'il était là. Après le départ des soldats, le vagabond l'avait trouvé. « Vous semblez être un homme intelligent », avait dit Morrison, son arme encore fumante à la main. Assez intelligent pour savoir que parfois, la vérité ne vaut pas la peine de mourir. La menace était claire, rester silencieux ou rejoindre Takakota dans la terre. Gideon avait fait son choix. Il avait pris l'argent de Morrison, quitté les terres Apaches cette nuit-là et n'avait plus jamais prononcé le nom de Takakota pendant 15 ans. Il s'était dit qu'il n'avait pas eu le choix, 5 hommes armés contre un seul, il serait mort pour rien. Mais allongé là, écoutant le chagrin silencieux des sœurs de Takakota, Gideon comprit enfin le véritable coup de sa lâcheté. Dehors, la tempête faisait rage, mais dans sa poitrine, un autre type de tempête se préparait. Les sœurs voulaient que justice soit faite pour leur frère. Elles méritaient la vérité, mais la vérité ne serait pas détruire Morrison reviendrait à détruire Gideon aussi, car il y avait un détail qu'il n'avait jamais révélé à personne, un secret qui rendait son silence encore plus accablant, Morrison ne l'avait pas seulement menacé. Le drifter lui avait proposé un partenariat, une part de chaque troupeau qu'il volait, de chaque coup qu'il réussissait, de l'argent facile en échange de son silence sur ce qu'il avait vu. Dans sa peur et son désespoir, Gideon avait accepté. À l'approche de l'aube, alors qu'il entendait les sœurs commencer à s'agiter, Gideon comprit que son test avait complètement échoué. Il avait découvert leur plan, mais il avait aussi découvert quelque chose de bien pire, l'homme qu'elles étaient venues chercher n'était pas seulement un lâche qui avait regardé leur frère mourir, il était complice de meurtre.
L'aube s'était glissée par la petite fenêtre, peignant les murs de la cabane de nuances de gris. Gideon entendait les sœurs s'agiter silencieusement, chuchotant alors qu'elles se préparaient à ce qu'elles croyaient clairement être une confrontation. Il ne pouvait plus supporter le poids de faire semblant de dormir. Lentement, il s'assit sur son lit et fit face à la vérité qu'il fuyait depuis 15 ans. « Je sais que tu es réveillé », dit la voix d'Ayana depuis la pièce voisine, ferme et assurée. « Nous avons entendu votre respiration changer il y a 1 heure. » Le sang de Gideon se glaça. Elle savait qu'il écoutait. Toute la conversation avait été délibérée, conçue pour le tester, tout comme il avait essayé de les tester. Les chasseurs étaient devenus les proies. Il se leva et entra dans la pièce principale où les 2 sœurs attendaient près du feu mourant. Dans la pâle lumière du matin, il pouvait voir les traits de leur père dans leurs pommettes saillantes, la sagesse de leur grand-mère dans leurs yeux sombres. Ce n'étaient pas les voyageurs effrayés qu'ils prétendaient être, mais des guerriers en mission. « Depuis combien de temps saviez-vous que j'écoutais » demanda-t-il doucement. « Depuis le moment où tu t'es couché » répondit Kaya. « Les hommes qui dorment vraiment ne retiennent pas leur souffle quand le tonnerre gronde. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Nous le savons, » dit Ayana en s'avançant. Gideon vit sa main se poser près du couteau à sa ceinture. « La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Pendant un long moment, ils se regardèrent tous les 3 à travers la petite pièce. Dehors, les oiseaux du matin commençaient à chanter, mais à l'intérieur de la cabane, l'air était lourd du poids des vérités non dites. « Je n'ai pas tué ton frère, » dit finalement Gideon, « mais tu sais qui l'a fait. » Cal accusa. « Oui, et tu n'as rien dit pendant 15 ans, tu as laissé son meurtrier en liberté. » Les mains de Gideon tremblaient alors que toute l'étendue de sa culpabilité s'abattait sur lui comme un poids physique. Ce n'était pas si simple. C'était exactement aussi simple que ça. La voix d'Ayana coupa comme une lame. « Un homme a assassiné notre frère de sang-froid. Tu as vu ce qui s'est passé et tu as choisi de garder le silence. J'ai choisi de rester en vie. Tu as préféré l'argent à la justice. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Ils étaient au courant du paiement de Morrison. D'une manière ou d'une autre, ils savaient tout. Comment il avait chuchoté que Dutch Morrison s'était saoulé dans un comptoir commercial 3 ans auparavant, dit K, la voix amère de vieille douleur. Il s'était vanté d'avoir s'était acheté un témoin de meurtre. Comment un lâche nommé Gideon Flint avait pris son argent en échange de le laisser partir libre après avoir tué un Apache. La pièce se mit à tourner. Gideon Morrison était toujours en vie, continuant à raconter son histoire, continuant à détruire des vies avec son poison, et maintenant ces femmes connaissaient toute l'étendue de sa trahison. « Où est-il » demanda Ayana. « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu après ce jour-là. »« Menteur, je te le jure. »« Tu as pris l'argent du tueur de notre frère » l'interrompit Kaya en s'approchant. « De l'argent sale. Tu es devenu son complice dès l'instant où tu as accepté son paiement. » Gideon voulut nier, voulut expliquer la peur et le désespoir qui l'avaient poussé à faire ce choix, mais en regardant leur visage, en voyant la douleur qu'il avait contribué à causer, il se rendit compte qu'il n'avait plus de mots pour s'excuser. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il à la place. Les sœurs échangèrent un regard et Gideon vit quelque chose dans leurs yeux qui lui noua l'estomac. « Nous voulons que tu nous aides à le retrouver, » dit Ayana calmement, « puis nous voulons que tu le regardes mourir. » Gideon fixa les 2 femmes, l'esprit tourmenté par leur demande. Les aider à retrouver Morrison, le regarder mourir. Après 15 ans passés à fuir son passé, elle voulait qu'il fonce droit dessus. « Nous vous demandons de nous aider à commettre un meurtre. Nous vous demandons de nous aider à rendre justice, » corrigea Ayana. « Il y a une différence. Pas aux yeux de la loi. La loi a eu sa chance il y a 15 ans, dit Kaya avec amertume. La loi a choisi de croire 5 hommes blancs plutôt que la vérité. La loi a laissé tomber notre frère. » Gideon comprenait leur colère, la sentait brûler dans sa propre poitrine, mais ce qu'il proposait ne les rendrait pas meilleurs que Morrison lui-même. « Et si je refuse, tu passeras le reste de ta vie à regarder par-dessus ton épaule, » dit simplement Ayana, « parce que nous dire à tout le monde qui tu es vraiment, dans chaque ville, chaque territoire, l'homme qui a pris de l'argent sale pour couvrir un meurtre. » La menace était claire, sa nouvelle vie soigneusement construite s'effondrerait en quelques mois, personne ne ferait affaire avec lui, ne lui vendrait quoi que ce soit ni ne lui offrirait de travail, il deviendrait un paria, contraint de fuir jusqu'à ce qu'il meure seul et oublié. « Ah, comment m'as-tu trouvé » demanda-t-il pour gagner du temps et réfléchir. « Ça m'a pris 3 ans, admit Kaya.
Nous avons suivi la trace de Morrison, du comptoir commercial au saloon, en écoutant ses histoires d'ivrogne. Il mentionnait souvent ton nom, riant toujours de son partenaire commercial qui l'avait aidé à échapper à la justice pour son meurtre. Je n'étais pas son partenaire. Tu as pris son argent, tu as gardé son secret, tu l'as laissé profiter de la mort de notre frère. La voix d'Ayana était aussi froide que le vent d'hiver. Ah, comment appellerais-tu cela? Les mots faisaient mouche, car ils étaient vrais. Pendant 15 ans, Gideon s'était dit qu'il victime des circonstances, qu'il n'avait pas eu le choix. Mais maintenant, assis là, face aux conséquences de sa lâcheté, il ne pouvait plus maintenir ce mensonge. Morrison parlait de toi comme si vous étiez amis, continua K. Il disait que tu étais fiable, que tu tenais parole, qu'il savait où te trouver s'il avait besoin d'un service. Un frisson parcourut l'échine de Gideon. Il sait où je suis. Apparemment, cela faisait des années qu'il le surveillait, s'assurant que son investissement restait discret. Les implications s'abattirent sur Gideon comme une vague. Morrison l'avait observé, surveillant sa vie, prêt à l'éliminer s'il venait à devenir une menace. Toutes ces années, Gideon avait cru qu'il se cachait, mais il avait en réalité été prisonnier. Il y a autre chose, dit Ayana d'une voix qui fit se nouer l'estomac de Gideon. Morrison n'est plus seulement un voleur de bétail. Il s'est construit un petit empire. Des dizaines d'hommes travaillent pour lui maintenant, volant du bétail, dévalisant des chariots de ravitaillement, assassinant quiconque se met en travers de leur chemin. Combien de personnes a-t-il tué depuis Takakota? Demanda Kaya doucement. La question resta en suspens comme de la fumée. Combien de morts Gideon avait-il sur la conscience? Combien de familles Morrison avait-il détruites en vivant libre grâce à son silence? Nous avons retrouvé certains des autres vagabonds qui étaient là ce jour-là, continua Ayana. 2 d'entre eux sont morts, un a disparu, mais le 4e nous a dit quelque chose d'intéressant avant que nous le convainquions de parler. Ce que Morrison a prévu, c'est quelque chose d'énorme, un vol qui lui assurera une vie confortable, et il veut que son ancien partenaire l'aide à le réaliser. Gideon sentit le sang se retirer de son visage. De quoi parlez-vous? Il vient ici, Gideon. Demain, peut-être après-demain. Il vient chercher son partenaire pour un dernier coup. La pièce semblait pencher autour de lui. Morrison ici, après 15 ans de distance soigneusement maintenue. Le tueur venait le ramener dans les ténèbres. C'est pourquoi nous devions d'abord vous trouver, dit doucement K. Parce que lorsque Morrison arrivera, tu vas devoir choisir. Choisir quoi? Mourir en tant que son partenaire, dit Ayana, ou vivre en tant que notre allié. Le bruit des chevaux qui approchaient leur parvint avant midi. 3 cavaliers avançaient sans se presser à travers la prairie vers la propriété de Gideon. À travers la fenêtre, ils pouvaient les voir clairement. Dutch Morrison était en tête, flanqué de 2 hommes plus jeunes aux yeux durs de tueurs professionnels. Allez dans la pièce du fond, dit Gideon aux sœurs avec insistance. Restez silencieuses, quoi que vous entendiez. Non, dit Ayana fermement. Nous avons attendu ce moment pendant 15 ans. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Pas comme ça. Alors comment? Demanda K. Quand Morrison repartira d'ici, combien d'autres personnes mourront parce que nous l'aurons laissé partir? Avant que Gideon n'ait pu répondre, la voix de Morrison retentit à travers la cour. Et Gideon Flint, sors d'ici, partenaire, nous avons des affaires à discuter. Le mot « partenaire » frappa Gideon comme un coup physique. Même après toutes ces années, Morrison le considérait toujours comme un allié et attendait toujours sa coopération. Cette présomption était écœurante. Restez caché. Il murmura ces mots aux sœurs, puis sortit sur le porche. Horizon semblait plus âgé, mais pas moins dangereux. Ses tempes étaient grisonnantes et de nouvelles cicatrices marquaient son visage buriné, mais ses yeux avaient conservé le même regard froid et calculateur qui avait terrifié Gideon 15 ans plus tôt. Eh bien, dit Morrison en descendant de cheval, tu t'en es bien sorti ici. C'est un endroit tranquille pour se faire discret. Que veux-tu, Dutch? Je veux retrouver mon ancien partenaire. J'ai un travail à faire et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Le sourire de Morrison souriait de toutes ses dents, sans aucune chaleur. Quelqu'un qui sait garder sa bouche fermée. Je ne suis pas ton partenaire, je ne l'ai jamais été. Ce n'est pas comme ça que je me souviens des choses. Morrison s'approcha, la main posée nonchalamment sur la crosse de son arme. Je me souviens que tu as pris mon argent avec beaucoup d'empressement.
Je me souviens que tu as disparu cette nuit-là sans dire un mot à personne. C'est ça, le comportement d'un partenaire, Gideon? C'était de la peur, pas du partenariat. Appelle ça comme tu veux, le fait est que tu as vécu libre toutes ces années grâce à notre accord. Il est temps de rembourser une partie de cette dette. À travers la fenêtre, Gideon aperçut un mouvement. Les sœurs se positionnaient, se préparant à ce qui allait suivre. Son cœur se mit à battre à toute vitesse lorsqu'il réalisa la situation explosive qui se développait autour de lui. « Quel genre de travail ?» demanda-t-il pour gagner du temps. « Un convoi de ravitaillement traversera Devil's Canyon la semaine prochaine. La paix de l'armée contient assez d'argent pour nous assurer une vie confortable à tous, mais c'est un travail délicat qui nécessite une planification minutieuse. Il faut quelqu'un en qui les soldats ont confiance. » Les yeux de Morrison brillèrent d'avidité. Quelqu'un qui a une réputation respectable. Et si je refuse? L'expression de Morrison s'assombrit. Tu en sais trop sur mes affaires pour refuser, partenaire. J'ai toujours gardé cela à l'esprit. C'est pourquoi je t'ai suivi pendant toutes ces années, une assurance, si tu veux. La menace était claire, coopère ou meurt. Mais avant que Gideon n'ait pu répondre, une nouvelle voix trancha la tension comme une lame. Dutch. Les trois hommes se retournèrent vers la cabane. Ayanna se tenait dans l'embrasure de la porte, son fusil pointé sur la poitrine de Morrison. Derrière elle, K apparut, un pistolet dans chaque main. Le visage de Morrison pâlit lorsqu'il les reconnut. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. »« Bonjour, mon oncle, » dit Ayanna d'une voix ferme comme la pierre. « Nous vous cherchions. » La reconnaissance dans les yeux de Morrison confirma ce que Gideon venait d'apprendre, ce n'étaient pas seulement les sœurs de Dakota, c'étaient les nièces de Morrison. L'homme avait assassiné sa propre famille. « Vous avez tué notre frère » dit Kaya, la voix tremblante de 15 ans de rage refoulée. « À votre propre neveu. » Takoto devenait trop audacieux, répondit Morrison, son choc laissant place à une colère défensive. Il semait toujours la zizanie avec les autres tribus, ce qui rendait les affaires plus difficiles pour tout le monde. Il nous aurait tous fait tuer. Il essayait de protéger notre peuple contre des voleurs comme vous. J'essayais de survivre. La main de Morrison se dirigea vers son arme, mais s'arrêta lorsqu'il vit les deux sœurs resserrer leur emprise sur leurs armes. Vous pensez que je voulais que cela arrive? Il faisait partie de la famille. La famille ne vole pas la famille, dit froidement Ayanna. La famille ne tue pas la famille pour le profit. Les hommes de Morrison cherchaient à attraper leurs armes lorsque Gideon fit son choix. Après 15 ans de lâcheté passée à fuir la vérité, il trouva enfin son courage. Dutch Morrison a assassiné Takakota de sang-froid, dit-il d'une voix forte qui résonna dans toute la cour. Le garçon n'a jamais sorti son arme, n'a jamais menacé personne. Morrison l'a abattu comme un chien et m'a payé pour que je me taise. Ferme ta gueule, Flint, je l'ai vu mourir, continua Gideon en s'interposant entre Morrison et les sœurs. Je t'ai vu tuer un garçon désarmé et je n'ai rien dit, mais maintenant, je vais parler. Le visage de Morrison se déforma de rage. Tu as rompu notre accord. Il n'y avait jamais eu d'accord, seulement un lâche trop effrayé pour dire la vérité. Morrison chercha à attraper son arme, mais Gideon était prêt. Il plaqua l'homme plus âgé par la taille, le projetant en arrière dans la poussière. Ils roulèrent et luttèrent pour prendre le contrôle de l'arme de Morrison. Les deux hommes armés tentèrent d'aider leur patron, mais se retrouvèrent face au tir précis des sœurs. Suffisamment intelligents pour reconnaître qu'ils étaient en position de faiblesse, ils levèrent les mains en signe de reddition. Morrison se libéra et se remit debout, son arme enfin sortit de son étui, mais alors qu'il la levait vers Gideon, le fusil d'Ayanna parla le premier. Le coup de feu résonna à travers la prairie et Dutch Morrison s'effondra au sol. Il tenta de parler, du sang moussant à ses lèvres, mais ne parvint qu'à émettre un gargouillis humide avant que ses yeux ne s'obscurcissent pendant un long moment. Les 4 survivantes restèrent debout dans le silence soudain, fixant le corps de l'homme qui avait empoisonné tant de vies. « C'est fini » dit doucement Kaya. Gideon regarda les sœurs, ces femmes remarquables qu'il avait traquées non pas pour se venger, mais pour rendre justice. Et que va-t-il se passer maintenant? Vous allez vivre avec la vérité au lieu de la fuir, répondit Ayanna. Et peut-être que cela suffit. Elles enterrèrent Morrison dans une tombe anonyme derrière la cabane. Ces hommes s'éloignèrent à cheval, désireux de prendre leur distance avec les crimes de leur chef défunt. Alors que le soleil se couchait sur la prairie,
Gideon sentit enfin le poids de 15 années s'envoler de ses épaules. Les sœurs restèrent 3 jours de plus pour l'aider à mettre de l'ordre dans ses affaires. Lorsqu'elles partirent enfin, Gideon leur donna l'argent restant de Morrison, de l'argent du sang qui l'aiderait à reconstruire ce que le tueur avait détruit. Il ne les revit jamais, mais il ne les oublia jamais non plus. Et pour la première fois en 15 ans, Gideon Flynn dormit paisiblement toute la nuit. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre conte western inoubliable où le courage et la rédemption s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.